Alors quand on dit l'argent ne circule pas, mais que les fonctionnaires sont payés, et il n'y a pas d'impayés au niveau des prestataires, sachez que l'argent qui ne circule pas, c'est ces milliards que je vous ai dit tout à l'heure qui sont dilapidés. L'organisation des examens et concours, on parlera tout à l'heure du secteur de l'éducation, mais quand nous sommes arrivés, donc en avril-mai, nous avons regardé le budget, puisque c'était à la veille de l'organisation des examens, sur instruction du chef de l'État, nous avons regardé en détail l'organisation des budgets, et nous nous sommes aperçus que les budgets sont faits avec un certain nombre de candidats. On dit, bon, l'année prochaine au bac, on aura 150 000 candidats. Donc on dit, voilà, sur cette base, on aura 150 000 copies, tel nombre de correcteurs, etc. En programmation, donc avant, on va dire 9 mois avant. Très bien. Mais quand vous êtes à 3 mois de l'organisation des examens, vous savez combien de personnes sont inscrites. Vous devez réajuster. Mais on ne réajustait jamais. Et comme on était dans un environnement où tout était cash, on prenait l'argent, on donnait, et on se partageait, quand bien même on a corrigé moins de copies, il y a eu moins d'étudiants. Donc en revoyant juste ce principe-là, nous avons économisé l'année passée 5 milliards sur l'organisation des examens, et les examens ont été tenus à bonne date, et vous avez vu vous-même les résultats des examens. 5 milliards d'économies directes. Nous avons mis en place un dispositif de compte unique du Trésor. Vous vous rendez compte que des structures de l'État créaient des comptes en parallèle dans les banques privées. Il y a plus de 150 comptes bancaires, ce qui fait que l'argent, votre argent, l'argent du contribuable, pouvait sortir du Trésor, aller dans les comptes de banques commerciales et être dépensé sans aucune visibilité, sans aucune traçabilité. Donc nous avons répertorié, recensé tous ces comptes et procédé à l'analyse de ce qui se passe là-dedans et à la fermeture les uns après les autres de tous ces comptes-là. Nous avons fait l'audit des chèques certifiés du Trésor. Vous avez des impôts à payer, vous amenez un chèque certifié. On prend le chèque, mais au lieu d'aller l'encaisser, on le met dans les tiroirs et c'est jamais encaissé. Et donc l'État a perdu de l'argent. Et donc il y a eu 10,5 milliards de chèques. Donc des personnes qui ont considéré qu'ils ont payé le dû au Trésor en donnant un chèque certifié, mais en complicité avec un peu l'administration et peut-être même des banques, puisque les chèques certifiés n'étaient jamais compensés au niveau des banques. Et il y en a qui dataient de plusieurs années. Donc tout ça a été nettoyé également et ça a généré une économie du cash rentré pour 10,5 milliards. Afin de limiter l'interaction entre l'administration et le contribuable, nous avons mis en place automatiser les paiements des factures des prestataires, tout par virement, mise en place à partir du 1er janvier, nous sommes en test à partir du 1er janvier, un système où l'État vous doit de l'argent, avec votre téléphone, vous recevez l'information sur SMS, vous interrogez la base pour savoir où votre dossier, vous n'avez plus besoin d'aller voir les gens du Trésor, etc., etc. Nous sommes dans une logique de fermer les trous de déperdition. Nous sommes dans une crise économique sans précédent, les recettes ne sont pas là. La meilleure façon de financer la part du budget national du PAG, c'est d'une part de sécuriser le peu de recettes que nous avons et d'autre part de bien dépenser ce que nous avons. Et pareil au niveau des impôts, pareil, vous avez appris, il y a une douzaine de collaborateurs. Je pense que nous sommes le gouvernement qui avons mis le plus de fonctionnaires véreux en prison en 18 mois. Il y a 12 collaborateurs qui avaient un système de vol des chèques qui créaient des crédits d'impôt fictifs et qui prenaient des chèques de paiement d'impôts et qui se les compensaient en espèces et qui dilapidaient l'argent. On pourra revenir en détail. Mais aussi une douzaine de collaborateurs mis aux arrêts et les enquêtes sont en cours sur ce point. Enfin, je vais terminer juste en disant que, vous savez, quand on est arrivé, et ça c'est factuel, le Fonds monétaire international en décembre 2015 a fait sa communication et a indiqué sa préoccupation sur l'état alarmant des finances publiques, le niveau de la trésorerie, les instances de paiement, 160 milliards, le niveau de l'endettement, la qualité de la dépense publique, la tendance, on va dire la trajectoire des déficits. En 18 mois, ils sont revenus, et vous avez vu le communiqué, nous avons fait un programme où nous avons pris des engagements, et ils sont venus, ils ont dit, nous sommes dans les bonnes règles. Nous avons fixé des limites de déficit, nous les avons tenues, nous avons fait mieux que ce qui est prévu, et nous avons fait un certain nombre de choses qui sont terribles. Vous savez, en avril 2016, l'État avait perdu toute crédibilité face aux partenaires techniques, mais aussi crédibilité en interne. Personne ne voulait vendre à l'État puisque même les chèques de Trésor n'étaient pas payés. Et ça, c'est réglé. Maintenant, c'est les chèques normalisés. Donc ça limite. Quand vous savez que vous allez payer. Nous avons mis en place un dispositif où on dépense quand on a la trésorerie. Et nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'impayés. Le Fonds monétaire international considère impayé quand vous avez une instance qui arrive au Trésor,
Au bout de 90 jours, quand ce n'est pas payé, c'est déclaré impayé. Et dans leur rapport, ils ont dit nous avons 0 impayé. Avant notre arrivée, quasiment tout était payé à vue. Le cash circulait. Même le chef de l'État, par le passé, quand il partait, il y avait un monsieur qui le suivait avec une mallette d'argent. Tout ça, c'est avant. Je vais vous donner un exemple avec des chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, sur l'intérêt d'avoir procédé à la bancarisation et au paiement automatique par virement bancaire de ces différents paiements. S'agissant des boursiers, parce qu'il y en a peut-être dans la salle, en 2016, il était déclaré 29 000 boursiers et il était décaissé 17 milliards pour les bourses. Nous avons insisté pour avoir le fichier des boursiers et d'analyser les fichiers, de l'automatiser compliqué. Nous avons dit, à partir du 1er janvier 2017, fine, si on n'a pas la liste avec les RIB, nous allons payer le 20 du mois, tous les boursiers recevront leur bourse automatiquement, mais il faut les dossiers et il faut les RIB. Comme par enchantement, nous avons 23 000 et non plus 26 000 boursiers. Donc 3 000 faux boursiers, partis. Partis. Alors, nous avons fait deux choses. Grâce à ça, qu'est-ce que nous avons fait? Ça aussi, c'est une poche d'économie, puisque avant, ce qui se passait, les 17 milliards, concrètement, c'était au trésor, on les prenait, on les mettait dans une caisse, et on émargeait, on mettait M. Fanou Girard, il a pris 20 000 francs, Romuald Wadaï, 20 000 francs, il existe, il n'existe pas, il est étudiant, il n'est pas étudiant, on ne sait pas. Avec le dispositif mis en place, déjà, c'est dégonflé de 3 000 boursiers. Et grâce à cette économie, ce que nous avons fait, le chef de l'État a demandé qu'on fasse deux choses. La première, c'est d'augmenter le nombre de boursiers. Nous avons historiquement 1000, 1100 maximum de boursiers par an, et cette année, il y a 1350 boursiers, soit plus 18% de boursiers. Et le chef de l'État a insisté pour que... Son principe est simple, hein. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Vous le connaissez. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Donc, comme on veut faire et qu'on a augmenté le nombre de boursiers, nous allons revoir, et ça va être finalisé à notre retour, pour que le montant des dotations des secours soit augmenté. Pour que les aides servent vraiment à quelque chose. Les mesures qui visent le paiement par virement bancaire des primes, des salaires, des bourses et secours universitaires. Son principe est simple, hein. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Vous le connaissez. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Je voudrais parler des paiements des frais de mission par carte bancaire. Quand vous allez en mission pour 3 jours, par exemple, et vous prenez donc, vos per diem, c'était fait en espèces, vous arrivez, la mission est prolongée, et vous êtes à court d'argent. Aujourd'hui, grâce au dispositif qui existe, vous avez une carte bancaire, ça évite de trimballer du cash, mais ça permet aussi d'avoir la possibilité, en cas de prolongement de votre mission, d'avoir une capacité de réagir, puisque depuis Cotonou, on charge votre carte automatiquement opérationnelle et vous payez. Donc, au-delà du côté pratique des facilités que ça apporte, je peux vous assurer que c'était également un nid à fraude, puisque en informatisant, en automatisant, on arrive à limiter les fraudes, puisque la même personne était en mission à Paris, Savalou et Ouida la même semaine. Maintenant, avec ça, c'est contrôlé, c'est limité. Le prochain élément, c'est la création de la cellule des voyages officiels. Là, c'est vraiment le scandale. Je pense que j'ai pris fonction le 7 avril, et entre le 7 avril et le 30 avril, j'ai eu peut-être 3 propositions sérieuses de créer ma propre agence de voyage. C'est-à-dire, on me dit, mais ce n'est pas possible, il faut tout de suite que tu crées une agence de voyage, tu ne sais pas, ce n'est pas possible. Mais alors moi, dès qu'on me fait une proposition, je creuse ce qu'il y a derrière. Donc, manque de bol, en creusant et en reportant au niveau du Conseil des ministres, on a étudié, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème. Vous imaginez, pour un petit pays comme le Bénin, nous dépensions autour de 17 milliards en billets d'avion par an. C'est criminel. 17 milliards moins par an. Alors, nous avons mis en place la cellule des voyages officiels. Sur la période de janvier à juin, nous avons dépensé à peine 1 milliard. Les économies sont simples. Toutes les agences, partant du principe que l'État paye en retard, mettaient 25%. Et c'était connu. Ils font le billet, ils rajoutent 25% de surprime pour pallier le fait qu'ils seront payés en retard. Donc il y a déjà 25% de surfacturation reconnue de tous. Il y a maintenant les facturations multiples. La personne voyage, mais se fait faire plusieurs billets d'avion et après les prend et les utilise, ou parfois l'État se fait facturer, mais en fait c'est les privés qui utilisent ces billets d'avion. Sans compter toutes les, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les classes de réservation
Les textes sont clairs, ceux qui doivent voyager en économique, en affaires, mais rien n'était respecté et les billets étaient achetés. Les agences étaient motivées, puisqu'elles avaient une surprime de 25% du prix du billet. Quand un aller-retour Cotonou-Paris peut être acheté à 500 000, on préférait prendre le billet le plus cher, puisqu'on se faisait de la marge, mais en plus on se prenait 25% du montant le plus élevé. Donc c'était tout un dispositif complètement hallucinant. Mais voilà aussi des économies, c'est déjà réalisé, ce n'est pas des paroles en l'air. Il y a également l'adoption du crédit bail, donc du leasing pour la gestion du parc automobile de l'État. Ça aussi, c'est une vraie catastrophe. Vous savez, dans un passé encore récent, quand vous allez à Cotonou, vous voyez des voitures plaques officielles circuler partout. En réalité, l'État achetait les voitures, sur le budget de l'État, on mettait des plaques officielles, et les personnes se louaient les voitures de l'État. C'est-à-dire que l'État vous met à disposition la voiture, vous mettez plaque officielle, donc on ne sait pas si c'est une voiture de fonction ou de service. Et les voitures de location aussi bénéficiaient d'une plaque officielle, donc on ne distinguait pas. Et donc, la personne dit, OK, cette semaine, je vais en mission à Grand Popo, j'ai besoin de 10 voitures avec mes équipes, et on prend les voitures du parc de l'État qu'on se louait soi-même. Et donc, l'État était dans une situation où, entre les locations et les achats de voitures et les réparations, on dépensait minimum 30 milliards jusqu'à 40 milliards par an. 30 à 40 milliards par an. Donc la mise en place de cette réforme et de passer au leasing fait que nous allons diviser au moins par moitié les coûts. Désormais, les voitures sont louées et nous achetons du service. Donc plus besoin de s'inquiéter sur les réparations. Généralement, vous êtes fonctionnaire, on vous donne une RAV4, vous achetez une vieille RAV4 et puis le soir, vous changez le moteur. De l'État dans votre voiture, et voilà. Et l'État continue à réparer les voitures. Donc c'est fini. Nous louons les voitures, nous ne payons plus de réparation, et tout cela coûtera maximum 15 milliards au lieu de 30 à 40 milliards. Ça aussi c'est du réel, c'est fait, et ça en marche.